point complet de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir, les grandes articulations. À Conakry, une délégation de haut niveau sierra-léonaise chez le Premier ministre Amadou Riba. Elle est dépêchée par le président Julius Maada Bio. La mission diplomatique intervient suite à l'incident survenu le 22 février dernier dans la zone de Falaba. Échange sur la plateforme Télémo, un outil de digitalisation des marchés publics. C'est à l'actif du département en charge de la communication, de l'économie numérique et de l'innovation. C'est pour plus de transparence dans la gestion de la commande publique. Sous-préfecture de Gbenti dans Forêt-Caria, les techniques de production du sel se modernisent. Des matériels innovants sont mis à disposition. Désormais, la mangrove et la santé seront protégées. C'est tout pour les titres. Zone frontalière de Falaba. Un incident y est survenu le 22 février dernier. En moins d'une semaine, une délégation de haut niveau est dépêchée par le président Julius Maada Bio de la Sierra Leone. En séjour à Conakry, la mission est reçue par le Premier ministre Amadou Riba. Les deux parties privilégient le dialogue et la coopération. Ousmane Bangoura, compte rendu. Au palais de la Colombe, une délégation sierra-léonaise conduite par le ministre des Affaires étrangères est venue porter un message de fraternité et d'apaisement entre la Sierra Leone et la Guinée. La rencontre s'est tenue en présence de plusieurs hauts responsables guinéens, dont le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sandan Kouyaté, ainsi que les ministres en charge de l'administration du territoire, de la justice, de la sécurité et de la défense, aux côtés des hauts responsables des forces de défense et de sécurité. Mandatée par le président Julius Maada Bio, la délégation a échangé avec les autorités guinéennes à la suite de l'incident survenu le 22 février 2026 dans la zone frontalière de Falaba. Suite à l'incident du 22 février 2026 sur l'axe de Falaba, nous avons été dépêchés par le président Julius Maada Bio pour porter un message de fraternité au président Mamadi Doumbouya. Reçu par le Premier ministre et le gouvernement guinéen, nous avons eu des échanges constructifs, notamment sur la situation des 16 militaires sierra-léonais interpellés à la frontière. Ces discussions ouvrent la voie à la mise en place d'une équipe technique conjointe pour renforcer la délimitation des frontières et la coexistence pacifique entre nos deux États. Du côté guinéen, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sandan Kouyaté, a réaffirmé l'attachement de la Guinée aux relations de bon voisinage et à la résolution concertée des différends. Aujourd'hui, la délégation a présenté au nom du président de la République de Sierra Leone les sincères regrets du peuple et du gouvernement sierra-léonais. Et on demandait à ce que ces incidents soient traités entre frères. Mais cela a trouvé que le chef de l'État guinéen, le président de la République, le président Mamadi Doumbouya, avait aussi donné des instructions. Puisque, comme vous le savez, l'incident avait entraîné des échauffourées qui ont conduit à l'arrestation de 16 militaires léonais. Mais le président Doumbouya a demandé à ce que ce problème soit résolu autour de la table diplomatique et de la table fraternelle. C'est dans ce cadre qu'il a pris la décision magnanime de remettre les 16 militaires à la disposition de la délégation conduite par mon homologue, le ministre des Affaires étrangères. Mais les deux chefs d'État ont décidé de mettre en place une commission conjointe, permanente, pour résoudre définitivement ces petits problèmes frontaliers qui commencent à perdurer entre nous. À travers cette concertation de haut niveau, Conakry et Freetown réaffirment leur engagement commun en faveur du dialogue, de la confiance mutuelle et de la coexistence pacifique au service de la stabilité sous-régionale. Récemment, les cadres de la Cour des comptes ont bénéficié d'un important programme de renforcement des capacités, un appui des partenaires stratégiques. À l'issue de la session, un accord est obtenu par les parties prenantes. Sékou Souma.
Depuis sa création en 2016, la Cour des comptes de Guinée bénéficie de l'accompagnement du Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l'Afrique francophone subsaharienne, CREFIAF. Dans cette dynamique, un atelier de renforcement des capacités de 2 jours a été organisé à l'intention des cadres de l'institution. Cette session avait pour objectif de mieux cerner le mandat, l'organisation et le fonctionnement des différentes chambres, d'identifier les priorités institutionnelles ainsi que les défis liés aux réformes en cours. La cérémonie de clôture a été marquée par la signature d'une convention de partenariat. La signature de cet accord tripartite avec l'IDI et le CREFIAF témoigne de notre volonté commune de renforcer les capacités institutionnelles de la Cour des comptes et d'inscrire notre action dans une dynamique de transparence, de rigueur et de performance. Ensemble, nous posons les bases d'une coopération fructueuse qui permettra à la Cour des comptes de mieux remplir sa mission de contrôle, de garantir une gestion saine des finances publiques. Pour les gestionnaires, cet accord est d'une importance capitale. Il repose sur 4 axes stratégiques visant à renforcer les capacités institutionnelles. Le premier, c'est pour renforcer l'indépendance de l'institution. Et le deuxième, c'est renforcer les capacités de l'institution supérieure de contrôle de Guinée dans les matières du audit, de contrôle, mais aussi dans ses travaux juridictionnels. Troisième volet, appuyer la Cour des comptes dans la communication et ses engagements avec les parties prenantes. On n'a aucun doute, on a toute confiance à cette Cour des comptes et on sait qu'avec ces projets, on va réussir. Consciente des exigences liées à ce processus de modernisation, la Cour des comptes entend s'appuyer sur l'expertise des partenaires tels que l'Intosai. Elle réaffirme ainsi sa volonté de consolider ses acquis et de s'aligner sur les standards internationaux afin de promouvoir efficacement la bonne gouvernance en Guinée. Entre justice et justiciable, restauration de la confiance, les ambitions sont clairement définies comme une justice rigoureuse attachée au droit et à l'éthique. C'est ce qui, entre autres, a filtré de la rencontre avec les associations professionnelles et du passage du garde des Sceaux au TPI de Dixine. Kerno Younoussaba. Promouvoir une justice au service de l'état de droit, tel est l'objectif affiché par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Dans cette dynamique, il a successivement reçu l'Association des magistrats de Guinée, puis celle des greffiers. Nous lui avons traduit notre satisfaction d'être reçu par lui ce matin et l'engagement pour le CA de l'accompagner dans tout ce qu'il voudra faire dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et de vie des magistrats et surtout pour une justice de qualité telle qu'il désire pour la population guinéenne. Nous avions fait des recommandations sur papier que nous les avons remis et qu'il a promis en fait d'examiner, de faire un retour prompt à nos sollicitations. On espère vraiment que cela sera suivi des faits. Au tribunal de Dixine, le ministre a été accueilli avec tous les honneurs. À cette occasion, les chefs de juridiction et de parquet ont sollicité l'appui du garde des Sceaux pour l'obtention d'un nouveau siège afin d'améliorer les conditions de travail. Monsieur le garde des Sceaux, au tribunal de Dixine, vous n'êtes pas simplement reçu, vous étiez attendu et vous, en retour, avez porté le nom de cette juridiction bien au-delà de nos frontières, lui conférant un rayonnement, une considération, une visibilité qui honore l'ensemble de la magistrature guinéenne. Face au personnel judiciaire et pénitentiaire, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a insisté sur la nécessité de corriger certains dysfonctionnements pour garantir un meilleur service public de la justice. Aujourd'hui, on a rencontré l'Association des magistrats de Guinée. Avec cette structure, on a parlé de discipline des magistrats, on a parlé de déontologie, on a parlé d'éthique. À la suite des magistrats, j'ai rencontré l'Association des greffiers de Guinée. On a parlé des conditions de vie et de travail de l'ensemble des greffiers de Guinée. Cette visite m'a conduit après dans les installations du tribunal de première instance de Dixine. À ce niveau, on a vu ensemble comment on doit améliorer le service public de la justice. Le garde des Sceaux a également invité l'ensemble des acteurs du système judiciaire à cultiver l'excellence et à se positionner comme des partenaires crédibles du ministère et exhorté à jouer pleinement leur rôle dans la restauration de la confiance entre la justice et les justiciables.
C'est l'un des titres de cette édition. Digitalisation des marchés publics. La plateforme Télémo est mise en place. Des échanges s'accentuent sur cet outil numérique. C'est à l'actif du département en charge de la communication, de l'économie numérique et de l'innovation. La plateforme entrevoit plus de transparence dans la gestion de la commande publique. Marie-Angélique Bangoura. Au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation, les cadres techniques et les parties prenantes du projet Télémo se sont réunis pour faire le point sur l'état d'avancement du déploiement de la plateforme. Portée conjointement par le dit ministère et l'autorité de régulation des marchés publics, Télémo ambitionne de moderniser les procédures, d'optimiser les délais de traitement des dossiers et de réduire les coûts transactionnels dans la gestion des marchés publics. La plateforme existe, elle fonctionne. Les livrables majeurs sont en production. Le système est sécurisé, conforme aux procédures nationales et interopérable avec les dispositifs existants. Les fondations techniques sont posées, elles sont solides. Le principal défi n'est donc plus technique. Il est désormais institutionnel, budgétaire, réglementaire et culturel. Donc ça veut dire qu'il y a plutôt la conduite de changement pour que chacun puisse s'intégrer et en faire un outil essentiel de passation, de contrôle et d'exécution des marchés publics. C'est pourquoi j'ai instruit les secrétaires généraux d'engager un dispositif structuré de sensibilisation et de communication. Des spots et capsules d'information seront produits et diffusés sur les médias officiels afin d'accompagner les utilisateurs, d'expliquer les enjeux et de préparer l'opinion publique à cette mutation. Dans son plan d'action, Télémo, avec ses partenaires rwandais, travaille sur la mise en place de cette plateforme. Son initiative vise non seulement à réduire considérablement les délais de traitement et les coûts liés aux démarches, mais aussi à limiter les risques de fraude et de corruption grâce à la sécurisation et à l'archivage numérique. L'objectif, c'est de pouvoir moderniser les processus de la commande publique, donc moderniser l'administration dans les années à venir. C'est d'arrêter complètement tout ce qui est phase manuelle, processus manuel au sein de la commande publique. Donc on prend en compte tous les ministères, toutes les entités administratives qui font des dépenses d'État, donc à savoir les EPA et toutes les autres entités administratives, mais on va jusqu'au niveau des communes et des régions. À travers cette rencontre avec les acteurs techniques, le projet Télémo se projette vers des actions futures visant à promouvoir une administration plus efficace, plus accessible et davantage orientée vers le public. Au ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités, plusieurs directions sont visitées par la chef du département. Loin d'une simple visite, renforcer les relations de travail entre les différents services. Mohamed Kamara. Pour cette deuxième sortie, la ministre en charge des questions de la femme, de la famille et des solidarités a sillonné plusieurs autres directions. Le périple a commencé par le Centre de formation sociale appliquée Jean-Paul II à Taouya. Dans cette structure sociale destinée essentiellement aux personnes vulnérables, Pauline Patricia Adeline Lama et les travailleurs ont passé en revue le fonctionnement et les défis auxquels le centre est confronté. Un premier contact qui réjouit les responsables de Jean-Paul II. Elle est très déterminée à nous accompagner. Et on sait qu'avec cet accompagnement, Jean-Paul II, nous donnerons nous aussi le meilleur de nous-mêmes. Et nous comptons beaucoup sur elle pour pouvoir gérer nos différents problèmes et surtout pour le démarrage de ce grand chantier de rénovation et d'extension du Centre national de formation sociale appliquée Jean-Paul II. À quelques encablures de là, la Cité de solidarité principale refuse des personnes handicapées. L'objectif de la visite de la ministre, s'enquérir des conditions de vie de cette cible. Elle est surprise de ce qu'elle a vu à l'intérieur de la cité ici, les changements opérés, et qu'elle vraiment s'engage à accompagner la cité dans cette dynamique et dans cette perspective de changement. La deuxième étape de la visite de Pauline Lama s'est achevée dans les locaux de la Direction nationale des personnes vulnérables. Là également, des défis
et le bon fonctionnement du service ont été évoqués. Plus d'efficacité dans les services publics, les inspecteurs généraux des départements ministériels seront mis à contribution. Pendant ce temps, Faya François Bruno partage cette option avec les corps de contrôle placés sous sa tutelle. Finalité, booster le rendement dans l'administration publique. Mamadi Terna Kamisoko. Parmi les structures d'appui qui contribuent efficacement au pilotage des activités au sein des départements ministériels figurent les inspections générales. Véritables organes supérieurs de contrôle et d'évaluation, elles ont pour mission essentielle de veiller à la conformité administrative, financière et technique des services publics. Aux côtés du ministre de la Modernisation de l'administration et de la fonction publique, la nouvelle vision des transformations qualitatives de l'administration publique, impulsée par le président de la République, a été largement partagée avec les différents responsables concernés. Le premier projet sur lequel on travaillera, c'est le projet de simplification des procédures administratives. Et pour cela, il y a un inventaire global qui va permettre d'élaborer le répertoire national des actes administratifs et des services publics. Et nous allons faire la cartographie des étapes de procédure, des dossiers demandés pour accéder à un service public. Et au-delà de cela, nous allons ensemble aborder l'intégration de ce schéma optimisé dans le guichet unique de service public que nous allons mettre pour construire en Guinée un parcours usager unique. Et l'autre axe qui va constituer le deuxième projet, c'est l'activité de contrôle, le respect de la législation et de la réglementation. Et dans ce travail, nous savons tous aujourd'hui que l'activité de contrôle est mise au second plan. Et nous allons travailler dans le cadre de la modernisation à ramener l'activité de contrôle au premier plan. Donc ça va permettre aux inspecteurs de jouer pleinement leur rôle dans les différents départements ministériels. Cette rencontre se veut avant tout un appel à la collaboration, à la mutualisation des efforts et à la synergie d'action. Cette rencontre est, à mon avis, le point de départ d'une dynamique qui va renforcer le contrôle au sein des structures de l'État et rendre notre État mieux outillé à faire face aux défis. J'avoue qu'on avait beaucoup de préoccupations qui ont été prises en compte par monsieur le ministre en charge de la modernisation. Donc dans l'ensemble, toutes les parties ont été prises en compte. La production des rapports trimestriels sur le fonctionnement global des départements sectoriels est d'ailleurs envisagée afin d'assurer un suivi régulier et efficace des réformes engagées. Au même moment, le ministre de l'Énergie échange avec les cadres de l'électricité de Guinée. Au menu, des questions d'actualité concernant l'EDG, une entreprise spécialisée dans la production et la fourniture du courant électrique à l'échelle nationale. Nabi Kamara. Poursuivant sa tournée dans les services relevant de son département, le ministre de l'Énergie était jeudi dans les locaux de l'électricité de Guinée. Dans cette entreprise stratégique dans le processus de développement de notre pays, il a conféré avec les principaux responsables sur l'ensemble des préoccupations en cours. Aujourd'hui, quand même, j'ai su qu'il y a eu beaucoup d'avancées à EDG. Le directeur général et son équipe ont fait beaucoup de réformes. On va continuer à appuyer. On a regardé les points spécifiques sur lesquels on va s'appuyer pour essayer d'avancer un peu ou d'améliorer la gestion de EDG. Donc aujourd'hui, c'était une prise de contact. On va travailler ensemble pour sortir le pays de cette situation où on a beaucoup de régions qui n'ont pas encore le courant. C'est pourquoi le ministère de l'Énergie va s'appuyer sur les réseaux de transport et la construction des centres de production. Au nom de l'ensemble des travailleurs, le directeur général de l'EDG a d'abord félicité le ministre pour sa nomination à la tête de ce département de l'énergie où il a évolué avant de le rassurer de l'engagement à travailler avec lui pour répondre aux exigences des populations et mériter la confiance du président de la République, Mamadi Doumbouya. C'est un honneur pour nous de le recevoir avec toute son équipe, de partager avec lui ce que nous sommes en train de faire en droite ligne du plan stratégique de développement 2025-2029 d'électricité de Guinée, mais aussi surtout recevoir les orientations de notre tutelle technique, donc le ministère qu'il dirige, mais aussi partager avec nous les orientations, la vision par rapport à 2029, mais aussi par rapport à 2040 dans le cadre du programme Simandé. Le ministre de l'Énergie est attendu prochainement dans les autres services de son département pour s'informer davantage de leur réalité.
Parallèlement au département de l'industrie et du commerce, la ministre reçoit le patronat, une forme de main tendue afin d'évacuer toutes les difficultés qui freinent l'épanouissement du secteur privé. Entre autres défis à relever, l'opérationnalisation de Guinée Business Forum, un cadre de dialogue entre le public et le privé. Abdul Karim Kamara. L'industrie et le commerce, premier pilier du programme Simandou, une orientation qui doit être portée en grande partie par l'investissement privé. Aujourd'hui, les enjeux de cette vision focalisent les attentions en Guinée. Ici, la ministre de l'Industrie et du Commerce échange avec les acteurs du patronat. Des échanges portés sur l'identification des défis dans le but de trouver des solutions devant déboucher sur l'existence d'un secteur privé fort capable de créer des champions nationaux. Cette démarche vise à montrer un peu l'intérêt du gouvernement à porter ce patronat, ce secteur privé guinéen, qu'on puisse être des collaborateurs, des partenaires privilégiés pour vraiment booster l'employabilité des jeunes, la compétitivité des femmes, mais assez d'autres domaines qui tiennent à cœur le président de la République. La Confédération générale des entreprises de Guinée salue la main tendue du ministère. Pour elle, les difficultés auxquelles est confronté le secteur privé sont liées au manque de dialogue, mais aussi au blocage de l'amélioration du climat des affaires. D'ailleurs, le patronat souhaite vivement que les textes qui régissent le partenariat public-privé soient validés et appliqués. Il n'est pas normal dans un pays que certains aient des avantages indus, qui ne payent pratiquement pas grand-chose et que d'autres soient toujours imposés à des taux inacceptables. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de travailler de manière avec les autorités, qu'il y ait ce dialogue dans le cadre du GBF, parce qu'il y a l'État et le secteur privé pour discuter de tous les maux qui nous créent des problèmes. Et c'est ce dialogue qu'il faut mettre en priorité dans notre pays. Au cours de cette rencontre entre la ministre Fatima et le patronat, il a été décidé de mettre en place une commission devant étudier les problèmes identifiés avec à la clé des propositions et un planning de suivi. Diplomatie. Une nouvelle page s'ouvre entre la République de Guinée et le Royaume de Belgique. À Bruxelles, la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée présente ses lettres de créance. Dans la foulée, les messages de Conakry ont été transmis. Amadou Touré, Mohamed Souma. À travers un cérémonial traditionnel majestueux à l'entrée du palais royal belge, son Excellence Achananet Conté, accompagné de son époux et des cadres de la mission diplomatique, a été accueilli selon le protocole d'usage avant sa réception en audience par Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Lors de cette rencontre, l'ambassadeur de la République de Guinée auprès du Royaume de Belgique a transmis au roi des Belges les lettres de rappel de son prédécesseur et les lettres de créance par lesquelles le président guinéen, son Excellence Mamadi Doumbouya, l'accrédite auprès de Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Après cette étape, s'en est suivi une entrevue à huis clos entre la diplomate guinéenne et le roi des Belges. Mais également transmettre les salutations chaleureuses et puis aussi tant pour le président de la République, Excellence Mamadi Doumbouya, que du peuple de Guinée au roi belge, mais également à toute sa population. Les discussions ont également porté sur les perspectives de coopération, les opportunités d'investissement ainsi que la consolidation des partenariats existants entre les deux pays. Le roi a été très accueillant, mais il a été aussi très attentif pour une future collaboration améliorée avec le programme Simandou qui a été présenté et qui va être mieux présenté très prochainement. Il a été très sensible à tout cela. Cette accréditation diplomatique vient ainsi consolider les relations historiques entre les deux nations et renforcer leur coopération sur les grandes questions régionales et internationales.
Retour Bercail, direction Cancan, une promotion de soldats deuxième classe vient d'être livrée. La formation a lieu au centre d'instruction d'infanterie de la zone, occasion de présenter ces jeunes militaires au tricolore national. Lieutenant Sana Kamara de la presse militaire. Après les centres d'instruction d'infanterie et de recyclage de Kisdougou et de kilomètre 36, les centres d'entraînement commando de Soronkoni et de Kalako, au mois d'octobre dernier, c'est au tour du centre d'instruction d'infanterie de Cancan de boucler la formation des désormais soldats de deuxième classe à travers cette cérémonie de présentation au drapeau national. Après 6 mois d'apprentissage. La veillée au drapeau n'est pas une simple tradition militaire. C'est un acte de mémoire, de recueillement et de détermination. Elle nous rappelle que la nation nous fait confiance et que cette confiance est sacrée. La présentation des recrues aux couleurs nationales est une initiative qui est parmi de nombreuses réformes en cours au sein des forces armées guinéennes. Elle est portée par l'état-major de l'armée de terre et engage ces jeunes militaires au respect des valeurs cardinales envers le drapeau. Des valeurs comme la défense de l'intégrité territoriale, l'unité nationale, l'esprit de sacrifice et de discipline. Même si c'est enseigné en classe, mais c'est prouver encore aux soldats qu'ils appartiennent à la nation. De faire comprendre que l'armée de la République de Guinée n'est pas une armée de conquête, c'est une armée républicaine au service de sa nation. Quant aux apprenants, ils remercient l'encadrement pour la qualité de l'enseignement reçu. À partir de ce jour, je m'engage à servir la nation avec loyauté, courage et avec un grand sens du devoir. Les encadreurs ont fait preuve de professionnalisme. Ils nous ont aidés à développer notre endurance physique et mentale. Ce passage officiel des recrues au statut de soldat a été marqué par la veillée au drapeau. Une manière de forger davantage le caractère républicain du soldat. Et puis, cette interrogation, quel rôle jouent les directeurs d'école? Les responsables de l'éducation se lancent dans une opération séduction. C'est dans le cadre du projet sur la formation des directeurs. Déjà, les résultats sont présentés. Abdulaziz Baldé. Les directeurs d'école ne sont pas seulement des gestionnaires administratifs, ce sont des leaders pédagogiques et des animateurs d'équipe. Des concepts définis à travers l'ouverture de cette rencontre. Une rencontre d'échange consacrée au partage des résultats du projet de formation des directeurs d'école afin de répondre aux exigences du ministère qui envisage de booster à l'interne la qualité de l'enseignement-apprentissage. La question de responsabilité, si vous voulez, au niveau des cadres de la base au sommet a été l'une des toutes premières réformes que nous avons entamées de notre entrée en fonction. On s'est dit qu'on ne peut pas être partout à la fois. Donc on s'est dit qu'il faut, si vous voulez, renforcer quotidiennement les capacités des responsables locaux, tant sur le plan central que sur le plan déconcentré, pour pouvoir jouer correctement leur rôle. La qualité du pilotage pédagogique et administratif au sein des écoles permet de poser des bases d'un dispositif cohérent et structuré de formation au leadership scolaire, d'où la formation d'une centaine de directeurs à travers le pays. Les directeurs d'école sont les premiers encadrants scolaires. Ce sont eux qui font l'encadrement rapproché, visite d'entretien d'aide. Il y a eu en tout 1545 cadres formés, dont 1345 directeurs et directrices d'école et 198 ici, DSE et cadres DPE IRE sur l'ensemble du pays. Former les directeurs d'école, c'est aussi investir dans le cœur même de la transformation éducative. Un programme soutenu par les partenaires techniques et financiers et l'Université canadienne d'Ottawa. Directeurs et directrices ont un rôle majeur dans l'éducation de nos jeunes. Non pas seulement pour favoriser la réussite éducative, mais pour favoriser d'abord le recrutement, la rétention et cette réussite éducative des garçons et des filles. La capitalisation des acquis de cette formation et le suivi régulier des impacts sur les pratiques de gestion et sur les résultats scolaires sont entre autres des modules à développer.
Renforcement de la gouvernance locale. 2 manuels de travail sont passés au scanner. L'heure est à la validation des documents. C'est le fruit de la collaboration Banque mondiale et ANAFIC. Mohamed Lamine Kamara, Marwan Kamara. Cadres communaux, responsables d'unités de gestion et partenaires techniques passent en revue le document stratégique encadrant la gestion des réclamations. Un mécanisme national proposé par la Banque mondiale pour permettre à l'ANAFIC de doter les collectivités locales d'outils opérationnels adaptés afin que chaque unité de gestion puisse traiter les réclamations avec rigueur et traçabilité. C'est une avancée majeure pour l'ANAFIC, mais surtout pour la Guinée, puisque c'est la première fois que nous avons un mécanisme national de réclamation, de gestion des réclamations. On n'en avait pas, chacun évoluait de son côté, mais maintenant avec l'appui de la Banque mondiale, nous disposons de cela maintenant. Les projets désormais ne vont plus évoluer individuellement, qui va nous permettre de centraliser ou de coordonner toutes les interventions de tous les projets. Grâce à cette collaboration entre la Banque mondiale et l'Agence nationale de financement des collectivités, les unités de gestion disposeront d'un cadre clair et opérationnel pour assurer une meilleure redevabilité et une gestion plus transparente des réclamations. À partir d'aujourd'hui, nous allons pouvoir mettre en œuvre des politiques opérationnelles qui seront beaucoup plus intéressantes pour les populations, car elles vont avoir un seul interlocuteur, une seule procédure et des mécanismes aussi de retour qui seront beaucoup plus performants. Le document contient des dispositions qui clarifient le fonctionnement du mécanisme national de gestion des réclamations, qui est essentiellement au niveau des communes urbaines et rurales de la Guinée, des 375 communes, mais également les modalités de collaboration entre l'ANAFIC, qui va gérer le mécanisme, et 12 projets financés par la Banque mondiale en Guinée. À l'issue des travaux, le document validé sera désormais de référence pour le traitement des réclamations, avec pour ambition d'améliorer la qualité du service public et de renforcer la confiance entre l'administration et les usagers des services publics. Gouvernance locale toujours, on met le focus sur les municipalités relevant de Conakry. Pour la gestion des affaires locales, les citoyens sont pris en compte, une manière de promouvoir le développement participatif. Mounir Bari, explication. Améliorer la transparence et renforcer la participation citoyenne dans la gestion des affaires locales, c'est l'ambition du projet de gouvernance locale mis en œuvre avec l'appui de la Banque mondiale. Dans la région de Conakry, 20 organisations communautaires ont été accompagnées par l'ONG Segrefed entre mars 2025 et février 2026. C'est une manière de faciliter la participation citoyenne des citoyens qui sont à la base du processus de développement de leur commune. Le projet les amène désormais à avoir un regard, à participer et aussi à être au centre des prises de décision des différents investissements qui se font dans leurs communes respectives. C'est un canevas qui avait été donné à toutes les communes dans l'exécution de nos actions. Donc nous avons eu à faire presque les mêmes actions mais de façon différente. Sensibiliser les autorités à mieux s'impliquer dans ce processus pour pouvoir faciliter l'exécution ou les activités des OCB dans les différentes communes. Durant cette rencontre, les participants ont passé en revue les activités réalisées, suivi citoyen des investissements publics, renforcement des capacités des comités locaux et promotion de la budgétisation participative. Les échanges ont également permis d'identifier les manquements rencontrés sur le terrain et de formuler des recommandations pour consolider les acquis du projet. On ne se contente pas d'être satisfait. Il va falloir que les autorités communales à tous les niveaux prennent ce projet comme étant un signal. Il faut qu'on s'approprie pour mettre cette dimension dans nos budgets et faire de ces OCB des vecteurs de communication pour une gouvernance participative au niveau de nos communes respectives. À travers cette dynamique participative, la coordination des projets entend pérenniser le mécanisme d'engagement citoyen et contribuer à une gouvernance locale plus efficace au service des communautés. On reste alors dans la commune de Kaloum, organisation des cours de révision gratuits au profit des élèves candidats à l'examen d'entrée en 7e année. L'initiative est assurée sur fonds propres par la Fondation Générale Lansana Kanté. Par ailleurs, des kits scolaires sont offerts aux élèves de 11 écoles primaires de Kaloum. Marwan Kamara. L'initiative est nouvelle, mais elle laisse déjà des traces dans les esprits.
Les membres de la Fondation Génération Générale Lansana Conté soutiennent un programme de cours gratuits de révision des élèves candidats à l'examen d'entrée en 7e année au niveau des 11 écoles primaires de la commune de Kaloum. Une approche innovante pour améliorer le niveau des enfants afin de mieux lutter contre la déperdition scolaire. 11 quartiers qui viendront dans les écoles pour être révisés. Nous avons à peu près dans chaque école 4 salles de classe. Et si on multiplie ça par, on aura peut-être 20 enseignants à soutenir chaque fin de mois, qu'on puisse aider les parents d'élèves et que ces enfants puissent reprendre la formation, la base soit là pour eux. Ceux qui sont en salle d'examen aussi, qui puissent réussir et avancer. Quand on dit révision, ça part de là. Quand l'enfant révise, il peut aller mieux à l'école. Donc nous lui disons simplement merci. Merci parce que elle veut contribuer au développement de la Guinée. Donc Simandou 2040, ça commence maintenant. Pour redynamiser ce programme gratuit de révision, des kits scolaires composés de sacs, de stylos et autres cadeaux sont remis aux élèves des écoles primaires de la commune de Kaloum, de la gare à Frédérico Mayor. Vision 2040 commence maintenant, c'est les jeunes-là qui doivent en profiter sérieusement. Mais il faut une jeunesse préparée, une jeunesse éduquée, une jeunesse formée, une jeunesse consciente. Entre autres actions déjà posées par la Fondation Génération Générale Lansana Conté, un conteneur frigorifique a été remis aux femmes marieuses de Kenya. Un projet ambitieux, sport-éducation, est aussi en gestion pour améliorer l'encadrement des jeunes footballeurs de Kaloum, des jeunes talents souvent tournés vers le football de rue. Contrairement à Kerouané, l'on s'active dans la lutte contre les effectifs pléthoriques dans les établissements d'enseignement public à l'école primaire Koya Amara Kamara. Réalisation d'un nouveau bâtiment, but visé, soutenir le système éducatif. Djamokaba. Dans le registre de la redistribution équitable des ressources communales, de belles avancées sont enregistrées à Kerouané. La délégation spéciale dote la ville de Sanankoro d'infrastructures scolaires. Ce bâtiment de 4 salles de classe modernes est bâti au sein de l'école primaire Koya Amara Kamara pour encourager l'éducation des enfants. La lutte contre les effectifs pléthoriques dans cet établissement public est l'un des enjeux pour améliorer les conditions d'apprentissage. L'école primaire Koya Amara Kamara n'est pas seulement un bâtiment, elle est le symbole de notre engagement collectif en faveur de l'éducation des bases, de l'égalité des charges et de l'encadrement de nos enfants dans un environnement propice à l'apprentissage. Ce coup de pouce de la municipalité au système éducatif local remobilise les parents en faveur de l'école. Une priorité au cœur du programme Simandou 2040 pour ne laisser aucun enfant au bord de la route. Sa mise à notre disposition depuis l'ouverture nous a permis de résoudre d'énormes problèmes au sein de l'EP Koyabara ici, à savoir la pléthore dans les salles de classe et la double vacation. Nous remercions très sincèrement Monsieur le Président de la délégation spéciale, M. Danfia Touré, et toute son équipe. Cette action salvatrice sera à jamais citée en exemple. L'école est avant tout l'affaire de la communauté. Le personnel est temporaire, les élèves sont passagers. Mais la communauté, elle est là pour toujours. À travers ce geste fort, Lanfia Touré, président de la délégation spéciale de Kerouané, entend faire de la promotion de l'excellence scolaire un pilier du développement local dans une ville désormais considérée comme l'un des poumons du méga-projet minier Simandou 2040. Dans la production du sel désormais, les techniques se modernisent. Vous allez le voir. Prochainement, les bois de mangrove seront épargnés et la santé préservée. Une volonté sanctionnée par la remise de matériels innovants. C'est dans la sous-préfecture de Benti, dans Fourekaria. Nous sommes Diakité. Les producteurs de sel de la sous-préfecture de Benti entrent dans une nouvelle dynamique. Des matériels modernes leur ont été remis afin d'adopter une technique innovante de production du sel par évaporation solaire sans recours au bois de mangrove. C'est un accompagnement de West Africa à travers l'ONG Carbone Guinée.
Cette technique moderne est à la fois économique et durable. Elle réduit les coûts de production et préserve l'écosystème tout en offrant aux producteurs une méthode plus sûre et plus efficace pour récolter le sel. Avant, nous utilisions beaucoup de bois pour cuire le sel. Aujourd'hui, avec le soleil, nous réduisons les dépenses et nous protégeons nos mangroves, mais surtout notre santé. Nous remercions les donateurs pour le geste. À travers cette nouvelle technique, la production du sel devient plus rapide et plus écologique grâce à l'énergie solaire. Les mangroves, véritables barrières naturelles contre l'érosion et le changement climatique, pourront ainsi être mieux protégées. Une initiative qui pourrait bientôt inspirer d'autres zones productrices dans tout le pays pour un sel durable et respectueux de la nature. Période de pénitence, la générosité devient grandissante à la mosquée turque de Koloma. Les paniers alimentaires sont distribués. C'est dans le cadre du programme Waqf Sanita afin de soulager les fidèles musulmans pendant ce ramadan. Mekene Moussa Kamara. La structure Satina Waqf a procédé à la distribution des vivres à la communauté musulmane de la mosquée turque de Koloma, dans le cadre des actions de solidarité liées au mois de Ramadan, ce dont vise à soutenir les fidèles musulmans en cette période de jeûne, de prière et de partage. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est lui qui donne la rupture à quelqu'un qui jeûne, aura la récompense égale à la sienne. Donc nous allons voulu assister à nos parents qui sont dans le besoin pendant ce mois de Ramadan, par respect à ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ont besoin actuellement d'avoir de nourriture. Vous savez, c'est le mois de carême. Si quelqu'un est en carême du matin jusqu'au soir, s'il n'a pas le moyen pour avoir sa rupture, donc on a jugé nécessaire de faire ces gestes pour aider les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens pour qu'ils... Composé de riz, d'huile végétale et de sucre, ce geste constitue un véritable soulagement pour les fidèles en ce mois de pénitence. On remercie Allah et on les encourage. Si la Guinée possède des gens comme ça, vraiment ça ira mieux, puisque c'est l'esprit du gouvernement et c'est l'esprit du président de la République. Dans une mosquée rythmée par le travail et l'effervescence, c'est 30 ou 29 jours pour les uns et ce mois lunaire pour les autres s'impose comme une parenthèse spirituelle où l'effort personnel se conjugue à la solidarité communautaire. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, à nous retrouver sur les différentes plateformes digitales. Merci de votre obligeante attention. À très vite.